Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Une émission que se vend dans le sud du Cameroun et précisément en parlant de la salle des palabres de la chefferie traditionnelle du 3e degré d'Ato 22 dans l'arrondissement de Mengon qui a abrité les assises de coordination opérationnelle pour le maintien de l'ordre dans le département de l'Anvila au centre de ces travaux qui ont été tenus autour du préfet de ce département, la lutte contre l'insécurité et bien d'autres fléaux qui ont cours dans cette partie du triangle national. Davantage des stratégies ont été mises en œuvre pour précisément apporter de la sécurisation aux personnes et à leurs biens. Les précisions de Patrick Goignon et de Serge Kiné. Ato 22, petite localité située dans l'arrondissement de Mengon, département de l'Anvila, a accueilli pour la toute première fois les assises de coordination opérationnelle de maintien de l'ordre du département pour le compte du 3e trimestre. L'objectif de ces assises pour l'autorité administrative est d'une importance capitale. Il est question de mettre un temps d'arrêt afin d'évaluer les stratégies de riposte pour faire face aux bandits des grands chemins qui troublent le sommeil des populations et passer en revue la situation sécuritaire dans tous les 8 arrondissements que compte le département de l'Anvila. Il y a un certain nombre de problèmes qui ont été posés et nous voulons solliciter davantage ici l'accompagnement rural de Madame le maire pour ceux des problèmes pour lesquels il va falloir que nous vous tendions la main, notamment en termes de soutien, par exemple, au désenclavement de certaines localités qui présentent un aspect assez criminogène dans le département. C'est le cas également des projets d'entretien routier, étant entendu que les moyens souvent alloués par l'État aux communes sont assez modiques et compte tenu aussi parfois de la modicité des disponibilités budgétaires de nos communes, nous avons sollicité, et cela rentre dans les recommandations qui sont découlées de ces travaux, solliciter de plus en plus aussi l'accompagnement des élites, de toutes les bonnes volontés, de tous les partenaires, les exploitants forestiers et autres, sous la coupole du sous-préfet et du maire, pour que cette synergie puisse parfois nous amener à résoudre des problèmes qui peuvent diminuer la pénibilité attachée aux conditions de vie de nos populations. La présence des chefs traditionnels traduit à suffisance l'intérêt qu'ils attachent aux questions sécuritaires en tant que représentants des populations. Ils sont appelés à jouer un rôle important dans le renseignement prévisionnel, toute chose qui permettra à l'autorité administrative de bien peaufiner les stratégies de riposte pour venir à bout du grand banditisme. Intégrer dans nos esprits le fait que nous devons servir et nous consacrer à notre service. Donc rassurez-vous, vous aurez de plus en plus de stratégies mieux affinées, de déploiement sur le terrain de nos forces, de stratégies pour contrecarrer les malfrats, de complémentarité dans les actions en étroite collaboration avec les chefs traditionnels, les élus locaux, les populations organisées en comité de vigilance, parce que aussi, nous avons même conscience que nous faisons parfois face à la carence de nos effectifs. Les assises d'Ato 22 ont permis de fonder beaucoup d'espoir dans le système de riposte sécuritaire, car le citoyen est au centre de ces mesures. Une des recommandations formulées est la mise en place des comités de vigilance afin d'anticiper sur les actions des malfrats et de faire de l'espace public un endroit où faire mal vivre pour les bandits et autres fauteurs de troubles. Après cette localité dans le sud du Cameroun, mettons le cap dans la capitale économique du Cameroun, Douala, et précisément dans le 4e arrondissement, où une concertation a mobilisé autour de l'exécutif municipal, les organisations de la société civile, les leaders associatifs et les jeunes. Il s'est agi de faire le point des actions et autres politiques mises en œuvre pour le bien-être de cette population jeune dans le 4e arrondissement
l'arrondissement de Douala, occasion également de proposer d'autres politiques qui entendent être mises en œuvre pour ainsi accompagner la jeunesse dans la perspective de construction d'un Cameroun fort émergent à l'horizon 2035. Reportage. Un an après leur entrée en fonction à la mairie de Douala 4e, l'exécutif municipal et les jeunes échangent autour des politiques mises en œuvre dans la gestion participative des populations et davantage des jeunes, mais aussi autour des questions de développement. D'être face aux jeunes, pourquoi? Pour leur demander, pour leur dire déjà ce que nous avons prévu pour eux, nous la commune d'arrondissement de Douala 4e, mais également pour leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient que nous puissions faire pour eux. Parce que je crois que c'est toujours bon de faire dans le cadre de la démocratie participative, c'est toujours bon de demander aux populations, aux jeunes, ce qu'ils voudraient que la commune d'arrondissement de Douala 4e fasse pour eux. Et je pense que c'est le sens de cette réunion, de cette rencontre. L'initiative du maire, accompagnée de l'ONG Un Monde à venir, est saluée à sa juste valeur par ces jeunes participants. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en œuvre pour accompagner les jeunes, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans un cadre théorique parce que nous pouvons observer que sur le terrain, lorsque nous créons des associations, c'est simplement pour pouvoir bénéficier de ces soutiens-là, mais c'est quelque chose qui prend du temps, donc ce n'est pas immédiat. Au-delà d'adouber cet échange, les jeunes de Douala 4e disent espérer mieux de cet exécutif municipal qui compte plusieurs jeunes en son sein. Nous les jeunes aujourd'hui, nous n'avons pas, tout le monde n'a pas la culture de se renseigner, de s'informer, de participer aux conférences. D'autant plus que moi j'ai été invitée, ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres personnes. Donc ce que je peux proposer, c'est qu'on puisse intégrer ces mécanismes-là au sein de nos programmes scolaires. Et dans cette logique d'accompagnement, Un Monde à venir, représenté par Philippe Nanga, propose plusieurs autres pistes à explorer. C'est l'occasion pour le maire de présenter aux jeunes ses actions, ses initiatives, ses projets et de dire aussi comment il prend en compte les jeunes dans ses initiatives. C'est aussi l'occasion, n'est-ce pas, pour les jeunes de poser des questions au maire et surtout de soumettre au maire leurs préoccupations. Donc c'est un grand moment de participation des jeunes à la construction de leur cité à travers le développement local. Cette concertation première du genre, qui entend être pérennisée, vise principalement à récolter le maximum de propositions qui aideraient à prendre la décision idoine pour une participation collective des populations à la gestion de la cité. Des questions, j'allais dire, pertinentes. Et puis de bons points à mettre à l'actif de la nouvelle direction managériale de l'hôpital La Quintini de Douala. Ces bons points ont été exprimés et présentés à la faveur de la cérémonie d'excellence et même d'au revoir consacrée à certains personnels de cette formation sanitaire à arriver à faire valoir leurs droits à la retraite. La dite cérémonie était présidée par le patron de ce département ministériel, Dr Manaouda Malachi, qui du reste, durant la cérémonie, a rappelé l'importance de l'humanisation des soins dans le cadre de la prise en charge des patients et malades dans les différentes formations sanitaires du triangle national et principalement de l'hôpital La Quintini de Douala. Ils ont servi pendant de longues années au sein de l'hôpital La Quintini de Douala. Et après ces bons et loyaux services, car désormais à la retraite, ils ont reçu des mains du ministre de la Santé un diplôme d'excellence pour leur professionnalisme avéré dans le cadre de la politique de prise en charge des malades et patients à l'hôpital La Quintini de Douala. Je suis fière parce que je suis un soldat. J'ai sauvé des vies et c'est ça, parce que je suis chrétienne, c'est ça que l'Éternel attend de moi et je sais que je suis bénie. Je suis bénie que Dieu m'ait donné ce privilège de sauver les vies. Je crois que la retraite, ce n'est pas la mort, c'est une continuité de la vie. Je crois que si j'ai la chance de partir à cet âge, je peux encore me dire, je peux encore être ailleurs.
En cette circonstance heureuse qui a permis à Ngondo d'élever le directeur de l'hôpital à Quintine de Douala au rang de Dinfis Sawa, le professeur Noël Emmanuel Essomba, puisqu'il s'agit de lui, pour préciser les contours de cet événement majeur pour cette formation sanitaire. La célébration de la journée de l'excellence de l'hôpital à Quintini est à l'accoutumée l'aboutissement d'une semaine spéciale d'activité opérée par l'ensemble du personnel de cette formation sanitaire. C'est également un moment de bilan, de rétrospective, d'évaluation et de perspective qui permet au top management, avec l'accompagnement de l'ensemble du personnel, de se projeter pour une meilleure prise en charge de nos malades. C'est donc un moment très important de la vie de cette formation sanitaire, moment aussi au cours duquel les meilleurs personnels sont primés, les moins bons sont indexés afin que la qualité de la prise en charge soit toujours assurée. Face aux autorités administratives, municipales, forces vives, personnel soignant, le docteur Manaouda Malachi, qui a présidé cette cérémonie, a tout d'abord tenu à saluer les efforts consentis au quotidien par ces soldats de la santé, mais bien plus à rappeler les missions fondamentales de l'hôpital à la Quintine de Douala dans sa politique d'humanisation des soins. L'hôpital La Quintini devra surtout prendre la pleine mesure des défis sanitaires actuels qui interpelle le monde entier et devra tout mettre en œuvre pour répondre efficacement à la demande de nos concitoyens. Saisissant la balle au bon, question de galvaniser davantage les personnels soignants, le ministre de la Santé publique recommande aux malades et au personnel soignant, chacun en ce qui le concerne, de jouer pleinement sa partition une fois à l'hôpital. Parce que le patient, dans le cadre du principe de l'humanisation des soins et services, est au centre de notre mission, nous avons le devoir de le traiter avec humanité. Je voudrais qu'on accueille toujours le patient avec beaucoup de sourire. Et je suis exigeant également pour ceux qui viennent à l'hôpital. Quelle que soit la détresse, quel que soit leur état, ils ne doivent en aucun cas manquer de respect au personnel soignant qui prend soin d'eux. Et comme pour montrer le bon exemple, à savoir le rôle joué par l'État du Cameroun dans la prise en charge des malades, 4 ambulances flambant neuves, mises à la disposition de l'hôpital à Quintine de Douala par le ministère de la Santé, ont été présentées aux patients et personnel médical au grand bonheur de tous et de chacun. Justement, nous parlons de ces ambulances, 25 ambulances médicalisées flambant neuves pour accompagner et appuyer les formations sanitaires de l'arrière-pays à lutter efficacement contre le Covid-19. C'est l'objectif des véhicules réceptionnés ce jour à Douala par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, fruit de la coopération entre l'État du Cameroun et ses partenaires stratégiques au développement. Patrick Ngoignan et Patrice Foucault. Une dizaine d'ambulances réceptionnées ce jour à Douala par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Ceci est l'œuvre de la coopération entre l'État du Cameroun et des bailleurs de fonds internationaux. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'appui au gouvernement pour lutter efficacement contre le coronavirus. Nous avons livré aujourd'hui 10 ambulances de type B. Comme vous voyez, ce sont des véhicules tout-terrain qui vont permettre d'apporter des soins d'urgence dans les parties reculées du pays pour justement avoir accès dans les villages, dans les milieux reculés. C'est ce type de véhicules qui sont nécessaires. Ces ambulances permettront d'une part de lutter contre le Covid-19, mais aussi de renforcer le système de santé national. Donc, nous avons déjà un plan de distribution parce que, vous savez, ces ambulances rentrent d'abord certes dans le plan, n'est-ce pas, de riposte contre le coronavirus, mais davantage dans le renforcement de notre système de santé. Et donc nous avons demandé à nos collaborateurs sur le terrain d'identifier par région de formation sanitaire
au district de santé où on devrait pouvoir envoyer ces ambulances pour pouvoir être le plus utile possible, parce qu'il ne s'agit pas de simplement distribuer des ambulances pour les distribuer. Il faut que ça soit le plus utile possible. Après la signature de la coopération entre les deux parties dans les locaux de la délégation régionale de la santé publique pour le littoral, une remise solennelle des clés des véhicules s'est tenue à l'esplanade de cette même délégation. Et puis dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, 287 nouveaux officiers, dont 47 femmes et 10 étrangers sortis du môle de l'école militaire interarmée de Yaoundé EMIA. La cérémonie de remise des épaulettes aux élèves officiers était présidée par le général de corps d'armée René Claude Meka, chef d'état-major des armées, représentant personnel du président de la République Paul Biya. C'était au campus de l'EMIA à Yaoundé, devant un public particulièrement restreint à raison des contraintes sécuritaires et sanitaires liées à la pandémie Covid-19. Reportage. Tout est réglé comme du papier à musique. C'est à 11h précise que tout commence. Les élèves officiers de la 38e promotion Paix et Unité sont en place. Les notes des musiques qui résonnent, l'éclat lumineux des sabres, le reflet doré des boutons d'uniforme, c'est le début d'un événement qui marque la fin de la scolarité. Une cérémonie des sabres à plus petite échelle qui se déroule en présence du général des corps d'armée, chef d'état-major des armées au campus de l'école militaire interarmée de Yaoundé, devant un public restreint à cause des mesures sanitaires en vigueur. Le commandant des troupes, le colonel Oscar Mbarga Onana, commandant de l'EMIA, ordonne aux aspirants de rejoindre l'emplacement des remises des épaulettes. Au son de la musique et au pas de reine, les aspirants, vêtus de leur bel uniforme, prennent position devant la tribune d'honneur. Ici, les 287 nouveaux officiers, dont 47 femmes et 10 étrangers, genoux droit au sol, sabre longeant la main droite, orientés également vers le sol, sont prêts à revêtir leurs attributs d'officiers devant famille, amis, encadreurs et hiérarchie. Et c'est le général des corps d'armée, chef d'état-major des armées, René Claude Meka, qui remet les épaulettes au major de la 38e promotion, Emmanuel Mounion Zomé, ingénieur de génie civil, 28 ans. Les officiers généraux et les officiers supérieurs par an clôturent ces rituels en remettant les épaulettes aux autres aspirants. Nous sommes très fiers de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes prêts pour pouvoir relever les défis que nous allons avoir sur notre chemin. Arborant les missions assignées aux jeunes officiers, le président de la République, chef des armées, absent à cause du contexte de Covid-19, les a adressé une lettre de félicitations lue ici par le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Guémo. Je vous adresse toutefois mes vives et chaleureuses félicitations pour votre détermination et votre courage à braver toutes les étapes de cette formation si exigeante à l'école militaire interarmée. À présent que vous commencez votre carrière militaire, je vous engage à vous mettre à l'école de vos aînés en cultivant au quotidien les valeurs de discipline, de patriotisme et de rectitude morale. En toutes circonstances et face aux inévitables rigueurs et épreuves de la vie militaire, vous devez toujours servir le pays avec honneur et fidélité. La nouvelle cuvée est constituée de 6 nationalités, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, Conakry, la République centrafricaine et le Congo. Une première. Cette promotion est la première à avoir passé 10 mois à Tchabal. Dès leur incorporation, ils ont fait 10 mois à Tchabal, coupés du reste du monde pratiquement. Même le réseau téléphonique, il est à peine perceptible là-bas. Donc ils ont eu le temps d'assimiler la formation de base. Ils sont aussi la première promotion qui a suivi un module spécial qui portait sur la cybercriminalité.
C'était donc la cérémonie de la cour d'honneur de l'INIA à Yaoundé. Nous mettons également le cap dans la ville de Loum, c'est dans le département du Mongo, région du littoral, où les questions de pollution de l'environnement, de la déforestation, la mauvaise gestion des déchets dans la ville qui était au centre d'une concertation entre d'une part les écologistes et d'autre part les élèves des lycées et collèges de cet arrondissement. Patrick Ngoyan et Jeanne Yonta. La protection de l'environnement est plus que jamais importante en cette ère où le réchauffement climatique fait des ravages. Former les jeunes des lycées et collèges de la ville de Loum, dans le département du Mungo, aux effets néfastes de la pollution de l'environnement, s'impose avec acuité dans un contexte où les jeunes scolarisés ou non scolarisés ne sont pas toujours en phase avec leur environnement. On constate de plus en plus que la ville, le département du Mungo est devenu très chaud. Et puis une telle initiative par rapport aux élèves de la ville de Loum permettrait à ce qu'une éducation environnementale soit effectivement faite et que ces apprenants apprennent de bonnes pratiques environnementales pour pouvoir ensemble au sein de leur établissement et de leur famille trouver des mesures et des solutions efficaces. L'objectif aussi pour ces écologistes est de susciter à ces apprenants les notions d'économie verte. D'après notre vision en tant qu'écologistes, les déchets sont aujourd'hui la matière première. C'est une économie qui est exploitée de nos jours mondialement à grande échelle, mais dans la commune de Loum, elle n'est pas exploitée. Alors les établissements surtout, comment est-ce qu'ils procèdent? Ils font la collecte des déchets et ils mettent du feu. Donc ils procèdent par brûlage, ils brûlent tous ces déchets-là. Pourtant, ces déchets peuvent servir de matière première et peuvent être aussi un moyen pour la commune de faire de l'économie verte. Et même en brûlant ces déchets, on se retrouve à polluer notre environnement et avoir un impact sur la couche d'ozone. Au sortir de cette formation, ces élèves se disent prêts à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Au niveau de l'établissement, tout d'abord de nos établissements, c'est que nous voyons une saleté qui règne, une insalubrité qui règne de part et d'autre de nos établissements suite au manque de bacs à ordures par exemple que nous avons dans l'établissement. Et au niveau de la ville, nous voyons l'insalubrité, les citoyens qui ne respectent pas vraiment l'environnement au niveau social, les effets que ces maladies ont sur nous. Avant, c'est ça le constat que nous avons fait. Mais dès que nous sommes entrés dans ce séminaire, nous avons été touchés vraiment par les paroles qui nous ont été dites par nos formateurs. Par exemple, nous ne savons pas que les déchets que nous projetons, peut-être que nous jetons, peut-être pourraient être un revenu pour nous. Car nous avons fini, à la fin de ce séminaire, nous avons vu que ces déchets peuvent nous apporter beaucoup d'argent, comme par exemple en utilisant les excréments d'animaux que nous avons, nous pouvons faire du compost pour vendre aux agriculteurs, car la ville de Loum est vraiment saturée d'agriculteurs. Il revient donc au gouvernement de la République de soutenir cette action honorable qui devrait s'étendre sur le plan national. Et puis dans l'actualité nationale, nous parlons de sport et principalement de la 26e édition de la course de l'espoir qui s'est tenue ce samedi du côté de Boya, c'est au pied du Mont Cameroun. Vous aurez les images dans quelques secondes seulement. Près de 500 athlètes ont pris part justement à cet événement. À l'entrée de Moliko Omnisport Stadium, les populations étaient dans l'attente des premiers athlètes descendus du char de Dieu, comme on l'appelle affectueusement, pour justement marquer leur entrée au stade de Omnisport de Boya. C'est dans le chef de la région du sud-ouest du Cameroun. Et d'après les données justement de cette compétition, le premier de la course, édition 2021, est originaire de la région du nord-ouest du Cameroun. Il se nomme Ali Mohamedou et la première dame, quant à elle, se nomme
Kitan Nidred. Également, ce sont là les deux vainqueurs de cette compétition, cette 26e édition de la course de l'espoir qui s'est disputée ce samedi à Boya, au pied du Mont Cameroun. 500 athlètes sont donc allés à l'assaut du char des dieux. Et puis dans le chapitre de l'actualité internationale, nous rendons au Nigeria où un nouveau rapt a été enregistré. Des centaines de jeunes enfants ont été enlevés par des rebelles appartenant à la secte islamiste terroriste Boko Haram. Plus de 300 jeunes filles ont été enlevées par des hommes armés dans la nuit de jeudi à vendredi, ici dans l'état de Zamfara. Les forces de sécurité sont arrivées trop tard, les recherches sont en cours. Ce rapt est le dernier d'une série récente d'enlèvements perpétrés par des groupes criminels dans le centre et le nord-ouest du Nigeria. Le dernier en date remonte à moins d'une semaine dans l'état voisin de Niger. 42 personnes, dont 27 élèves enlevés, dont les familles sont toujours sans nouvelles. Les autorités affirment que des négociations sont en cours avec les ravisseurs. Des ravisseurs motivés la plupart du temps par l'appât du gain, qualifiés par les autorités de bandits. Mais sur le terrain, la situation est plus complexe. Beaucoup entretiennent des liens avec des groupes djihadistes. C'était le cas lors du kidnapping en décembre dernier de 344 élèves du pensionnat de Kankara, situé dans l'état de Katsina. Les ravisseurs avaient agi pour le compte de Boko Haram, opérant à des centaines de kilomètres de la zone d'influence du groupe djihadiste. Les adolescents avaient été relâchés une semaine après leur rapt, l'un des ravisseurs s'étant rendu aux autorités en échange d'une amnistie. Ce kidnapping de grande ampleur a ravivé au Nigeria le traumatisme de Chibok. En 2014, 276 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans avaient été enlevées par Boko Haram. Certaines avaient réussi à s'enfuir ou avaient été récupérées par les autorités. D'autres ne sont jamais réapparues. Toujours à l'international, mais cette fois-ci, nous nous rendons en Tunisie où des manifestations pro-gouvernementales et NERDA ont été enregistrées ce week-end. Avant de se rendre à la manifestation organisée par Enarda, Safouane, 23 ans, écoute encore les conseils de sa mère. Elle est son premier soutien, celle qui l'incite à défendre ses convictions. Une fois ses compagnons retrouvés dans le centre-ville, il devient celui qui, depuis 4 ans, est à la tête des jeunes étudiants du parti Enarda au sein de sa faculté. Voilà 3 semaines qu'on prépare cette marche en travaillant jour et nuit pour qu'on puisse l'organiser dans les meilleures conditions. On s'est réunis et on a lancé un comité d'organisation pour partager et échanger nos idées pour réussir cette marche. Objectif affiché par Enarda, soutenir l'expérience démocratique à l'heure où l'exécutif est en crise. Entre le président Raïs Saïd et le premier ministre Hichem Mechichi, rien ne va plus. Le premier refuse de valider le remaniement gouvernemental du deuxième. Dans cette crise, le parti issu de l'islam politique soutient pour l'heure le chef du gouvernement et tente de s'imposer avec cette démonstration de force comme un arbitre. Le mouvement Enarda est un parti légaliste et essentiel dans le paysage politique tunisien. Il a une grande popularité. Notre marche aujourd'hui fait partie de notre droit constitutionnel obtenu de notre révolution. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici, pour poursuivre le processus démocratique et restaurer des institutions législatives. Mais alors que la Cour constitutionnelle n'a pu voir le jour, faute d'accord entre les partis, personne en Tunisie n'est légitime pour trancher le différend entre le président et son Premier ministre. En transposant la crise du sommet de l'État dans la rue, avec cette manifestation voulue par le chef du Parlement et patron d'Enarda, Rached Ghannouchi, le mouvement de la Renaissance veut accélérer le déblocage au risque d'accroître les tensions. Madame, monsieur, voilà ce qui vous a été proposé dans le cadre de l'information ce samedi sur la télévision du Monde. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous.